Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'aujourd'hui. Nous allons parler des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des relations qui ne cessent malheureusement de se détériorer. Et en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, qui a été donc, après la réunion du Conseil supérieur de la défense en RDC, a décidé, sinon a demandé au gouvernement du Congo d'expulser dans les 48 heures l'ambassadeur Vincent Karega. Dans cette émission, on va voir ce que cela signifie exactement au niveau de la diplomatie. Est-ce que toutes les voies ont été épuisées pour l'expulsion de l'ambassadeur Karega? Qu'est-ce qu'on reproche à l'ambassadeur Karega, ou encore qu'est-ce qu'on reproche au Rwanda pour l'expulsion, jusqu'à en arriver à l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega? Comment a-t-on donc fait pour que cette situation puisse arriver presque au non-retour, pour comprendre maintenant ce qu'ont été les grands événements qui ont conduit justement à ce point. J'ai l'honneur d'être dans ce studio avec l'ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies, également ancien représentant du président Paul Kagame au niveau de la région des Grands Lacs. Il s'agit de l'ambassadeur Mutaboba Joseph. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, voilà, avec nous également sur ce plateau, Albert Roudatsimbourgois. Il est analyste politique, il est journaliste, mais également blogueur, et il suit de très près l'actualité au niveau de la région des Grands Lacs. Bonsoir, Albert. Bonsoir, Edé. Et depuis Paris, nous sommes rejoints également par Christophe Renzao. Il est rwando-congolais, né et grandi au Congo. Il est rwandais aujourd'hui, il vit en France. Il nous rejoint depuis Rennes en France, c'est en Europe. Bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir tout le monde. Voilà, très heureux d'être avec vous. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer avec vous dans ces studios, par la voix du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, après le Conseil supérieur de la défense tenu en date du 29 octobre 2022, on va réécouter les propos et surtout ce qu'on reproche à l'ambassadeur Karega et au Rwanda, et puis on va revenir tout à l'heure. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer
la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais et aussi ministre de la Communication. Monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes diplomate, déjà, pour s'arrêter à l'expulsion de l'ambassadeur Karega, il y a le fond et la forme, aussi la manière. Certains parlent de vice de procédure. Êtes-vous du même avis? Bon, écoutez, l'exercice d'expulsion d'un diplomate, c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère. Parce qu'on parle de deux pays amis, et souvent même des pays frères, dont la forme compte. Et le fond même aussi est de rigueur. Quand on dit que après un conseil supérieur de la défense, après une réunion du conseil supérieur de la défense, on demande au gouvernement d'expulser l'ambassadeur Vincent Karega, c'est qui? On s'adresse à qui? Le gouvernement est là, dans ce même conseil. Il est présidé par le président de la République. Le même qui est donc à la tête du gouvernement. Oui. Et les personnes ou les personnalités qui sont appelées à mettre cela en œuvre sont là. Mais le message dit, on demande au gouvernement d'expulser. Le gouvernement est là. C'est ça le gouvernement, en fait. Donc le cadre... Le cadre lui-même, c'est un cadre plutôt... j'allais appeler ça folklorique. Ce n'est pas un cadre qui devrait prendre à main la tâche d'expulser un ambassadeur, non. Mais l'initié? L'initié, ils peuvent bien le faire. Mais tout en l'initiant, il faut qu'ils se rappellent que ce sont eux. Et non, à Lingala, chez eux, on dit bango na bango. Ce sont les mêmes. Entre eux? Entre eux. Donc, ce sont les mêmes personnes. Donc, dire au président de la République que, voilà, le porte-parole du président va lire un communiqué qui dit que ce que je dis, je vais demander au gouvernement. Mais il est là autour de vous. Premier ministre, vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, tout le monde est là. Ça, c'est la forme dont je parle. Ou le fond, plutôt. Mais alors, maintenant, la forme dont vous parlez tout à l'heure, expulser un ambassadeur signifie d'abord le lui avoir dit. Vous l'avez convoqué. Verbalement ou... ça peut être verbalement, ça peut être par écrit. Verbalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères peut l'appeler à son bureau. Vous lui dites, écoutez, monsieur l'ambassadeur, voilà ce que vous avez eu comme manquement grave en tant que diplomate qui s'est mal comporté. Voilà ce qu'on vous reproche. Ou, voilà ce qu'on reproche à votre pays. Voilà des actions que votre pays a posées alors que ça ne devait pas être le cas, etc. Ça, c'est une façon. La deuxième façon, ils auraient pu lui écrire une note verbale. Ça, c'est une formule qui est diplomatiquement acceptée à travers le monde. Une note verbale pour dire, voilà, il y a ça et ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ou venez vous expliquer. Tout ceci n'a pas eu lieu. Alors, subitement, il y a un conseil qui se réunit, oui. Et puis qui se dit, parce qu'ils sont eux-mêmes, après indication ou après, je ne sais pas comment le verbiage était fait, après avoir mentionné cela à l'ambassadeur Karega, vous lui dites qu'il doit partir.
je ne parle pas de langage non diplomatique ou diplomatique, pas du tout, mais c'est plutôt la façon dont c'est exprimé. Est-ce que, donc là, vous êtes du même avis qu'il y a eu vice de procédure. Yeah. Albert, vous avez suivi, vous continuez à suivre l'évolution de la situation de près depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Il faut dire quand même qu'on était dans un climat latent. Est-ce que vous voyez cette expulsion arriver? Étiez-vous surpris? Non, on n'est pas vraiment surpris. Mais en même temps, on ne sait pas quand ça pouvait arriver, dans le sens où... Le décor était planté pour toucher le fond? Exactement. Vous ne pouvez pas à chaque fois parler et dire que le Rwanda ceci, le Rwanda cela, Rwanda ceci, Rwanda cela, tous les jours, et puis qu'il n'y ait pas une certaine action. Bon, maintenant, on pourrait se demander aussi la question, pourquoi ils n'ont pas fait une action avant? Pourquoi est-ce qu'elle s'est passée maintenant? Si elle s'est passée maintenant, la lecture de la plupart des gens, c'est la rue, c'est les guerriers des claviers, les réseaux sociaux auxquels on répond. Donc ça montre le degré, le niveau de professionnalisme de ce gouvernement. Mais aussi, comme ambassadeur Mutaboba le répète, c'est que ces gens-là, en fait, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais moi, je peux me le permettre, puisque... Vous n'êtes pas diplomate, vous savez. Vous avez un peu la langue beaucoup plus libre. Hein? Beaucoup plus libre. Mais c'est que ces gens-là, depuis le début, ils jouent un film. Ils font des films dans leur tête. Et c'est comme il dit, ils se parlent à eux-mêmes, ils se regardent dans un miroir, ils se disent, vous savez quoi, il faut expulser l'ambassadeur. Et puis, il se répond à soi-même. Donc, je veux dire, tout ça, ce n'est que, je veux dire, même ils se disent qu'ils sont engagés. Mais partout où le président a été pleuré, on lui a dit, oui, on comprend, mais il y a le processus, il y a Luanda, il y a Nairobi, on lui a dit. Et lorsque vous dites partout, à quoi faites-vous référence? Je fais référence au fait qu'il est allé se plaindre chez Lourenço. Lourenço lui a dit il faut négocier. L'Angola. L'Angola, oui. Mais c'est le ICTR, c'est le CI. Dans le cadre des Grands Lacs. La CIRG. Oui, alors, il espérait que le secrétaire d'État Blinken vienne en aide aussi. Le secrétaire d'État lui a dit il faut négocier. On doit respecter le processus. À Nairobi, il a été, c'est d'abord là qu'il a commencé. On lui a dit, il faut négocier. Même avant Nairobi, il y avait Kampala. On lui a dit, il faut négocier. Donc tout ce temps-là, et ici, nous joue le film de... on a dit au Rwanda, mais non, on a dit au Congo, et le Congo ne fait rien. Jusqu'aujourd'hui, le Congo ne fait rien. Et en plus, c'est pire que cela parce que c'est uniquement concentré sur des rwandophones, une composition de la société du Congo. C'est vraiment concentré là-dessus. Et donc, effectivement, le problème de vouloir faire l'amalgame avec le Rwanda est évident. Mais tout ça, c'est une pièce de théâtre que les autorités du Congo... Enfin, en tout cas, ce gouvernement-ci, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je crois, diplomatiquement parlant, je crois en matière de culture politique, ce que ces gens-là font, c'est comme s'ils n'ont pas gardé des gens à l'intérieur du système qui leur disent, vous savez, comment ça se passe normalement. C'est parce que c'est comme si eux ne font que les choses qu'ils ont vues dans des films. C'est vraiment à ce niveau-là. Ils sont intellectuellement, culturellement, politiquement tellement bas que c'est difficile de ne pas rigoler du matin au soir. Alors, Albert, peut-être aussi pour placer les choses dans leur contexte, il y a l'expulsion de l'ambassadeur Karega. Je vous ai demandé tout à l'heure ce que ça vous a surpris. Non, ça ne vous a pas surpris. Déjà, si on doit rester en rapport avec l'actualité, c'est dans quel contexte déjà que ce Conseil supérieur de la défense s'est tenu, quand même, pour que c'est vrai. C'est qu'il y a un contexte particulier. C'est très important. C'est très important parce que, en fait, il faut peut-être rappeler, pour les gens qui n'auraient peut-être pas suivi, c'est que, le M23
est un mouvement qui existe depuis 2012. Il s'appelle M23 parce qu'il voulait rappeler à l'autorité politique de l'époque, qui était Joseph Kabila, qui s'était engagé lui-même, le 23 mars 2009, en fait, à résoudre le problème qui était représenté par le CNDP à l'époque, de résoudre de cette communauté, ce qui était Nord et Sud Kivu. Donc depuis 2009 à 2012, le fait qu'il n'ait rien fait et qu'il se réattaque à cette communauté, c'est là que ces gens se sont appelés M23, mars 23 2009. Donc, en 2009, ils ont pris immédiatement Goma. Oh, le monde entier est tombé sur le Rwanda et l'Ouganda en disant c'est vous qui avez fait ça. Et eux-mêmes, d'eux-mêmes, sont sortis de l'équation. Mais après avoir obtenu qu'on reviendrait à la table de négociation, chose qui ne s'est jamais faite. Quand le président actuel, Tshisekedi, a commencé, avant même de commencer, il avait pris des contacts avec le M23. Quand il était allé à Kinshasa, le M23 l'a rejoint là-bas. Le M23 est resté là 14 mois en train d'organiser avec le président, avec les gens que la présidence avait donnés au M23, comment ils allaient devenir en fait une force à l'intérieur des FARDC pour pouvoir en fait stabiliser tout l'Est. 14 mois, ils rentrent chez eux, le temps d'arriver... Et tout ça à l'insu du grand public. Du grand public, effectivement. Tout ça, c'était... Et on n'en parle pas aujourd'hui. Et je veux dire, jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes... Personne n'en fait référence. Exactement. Et il faut dire qu'à peine étaient-ils retournés chez eux, Tchanzu, dans l'est du Congo, là-bas, Masisi Rutshuru, Tchanzu, à peine étaient-ils arrivés qu'ils commencent à être bombardés. Donc, depuis qu'ils ont commencé à être bombardés, le M23 a dit, mais c'est quoi? Et il y a eu une escalade à partir comme ça. Ça veut dire que tout d'un coup, quelqu'un a dû glisser dans l'oreille du président. Vous savez quoi? Ça fait 3 ans qu'on est en mandat, on est déjà au-delà du mi-mandat. Si on espère trouver des voies pour le prochain mandat, il va falloir rameuter les Congolais. Et la meilleure façon de rameuter les Congolais, c'est de leur dire « Rwanda ». Nous sommes attaqués par Rwanda. Et moi, c'est ma lecture en tant qu'analyste, c'est de voir que tout d'un coup, le M23, on va le mettre en équivalence avec Rwanda et on va en faire l'ennemi public numéro 1. En espérant rallier les gens, soi-disant le populisme derrière le président. Alors, dernièrement, parce qu'au lieu de prendre trop de temps à expliquer tout ce qui s'est passé depuis les premières escarmouches, c'est qu'il y a à peu près 145 jours, parce que je le vois sur Twitter, ils en parlent, ils ont commencé à canarder le M23. Cette fois-ci, le M23 est sorti et a pris Bunagana pour dire on arrête ce jeu. À Bunagana, ça fait 145 jours qu'ils y sont, ou à peu près ça en tout cas. Et donc, pendant 145 jours, les autres se sont tus. Maintenant, tout d'un coup, depuis le 24 octobre, ils sont revenus à l'arme l'autre. Mais permettez-moi de vous dire, souvent, parce que ça je le sais, souvent, quand tout d'un coup les FARDC commencent à canarder, c'est parce que les commandants qui sont sur place n'ont plus d'argent. Et pour pouvoir avoir de l'argent de Kinshasa, ils doivent justifier qu'ils font quelque chose. Et ils ont commencé à canarder le M23, le 24, le 25. Le 26 au matin, d'après mes informations, il y a même eu une nouvelle troupe qui est venue de Kamina, avec 300 FDLR, 600 FARDC, et les 300 FDLR devaient aider les FARDC à se remettre, à se réorganiser. Vous parlez des FDLR qui sont venus de Kamina. Kamina. Quand même, Albert, il faut situer où se trouve Kamina par rapport au Nord Kivu. Quand même. Exact. C'est tout à fait dans le sud. Au sud du Katanga, c'est exact. Au sud du Congo. Mais Kamina est donc, c'est même un lieu historique, je dirais. Une base militaire. C'est une base militaire. Et il faut vous dire qu'à l'époque, Mzee Kabila, quand il a commencé à combattre le Rwanda, il est allé chercher tous les FDLR partout où ils étaient, que ce soit Centrafrique, Brazzaville,
et ailleurs. Il les a ramenés à Kamina et c'est de là qu'il a commencé à les réorganiser et à les dispatcher dans l'Est. Donc c'est même symboliquement une connotation de voir que ces mêmes gens, le 26 octobre, venaient de Kamina. Donc c'est à Kamina qui se réorganise. Bon, là, cette unité-là, oui, parce que les autres sont sur place. Il y a sur place les FDLR Nyatura, Rudi, Soti et tout ça. Donc, ils sont là-bas. C'est eux qui gèrent ça. Et ils sont d'ailleurs, avec 28 ans d'expérience, c'est le groupe le plus riche. Parce qu'en fait, eux ne font pas que dans les minerais. Les FDLR, en plus de ça, c'est eux qui contrôlent tout ce qui est charbon de bois et le commerce entre l'Ouganda et cette partie Est. Donc ce sont des gens qui ont des moyens et qui ont encore des supports en fait dans le monde. Donc depuis le 26, ils ont commencé à attaquer le 25, le 26. À ce moment-là, maintenant le M23 est sorti hors de Bunagana. Parce que eux, le M23, jusqu'à cette date-là, laissait une porte ouverte à ces négociations dont ils avaient entendu parler aussi. C'est comme ça que maintenant, ils sont localité par localité, tout tombe. Et maintenant, ils ont pris Rutshuru. Ils ont même repris, je crois que c'est la 3e fois cette année-ci qu'ils ont pris Rumangabo. Ils sont le camp militaire de Rumangabo. Exact. Et ils sont à quelques kilomètres de Goma. Mais si vous voulez maintenant la route Goma-Butembo, c'est eux qui la contrôlent. Parce que les informations parlent de la présence et les images jusqu'à Kiwanja, c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. J'aimerais bien, parlant de la ville de Goma, nous sommes avec Chris, lui qui est né justement dans cette partie de la RDC, donc à la frontière avec le Rwanda. Chris, je rappelle déjà avec le titrage, je sais très bien, qu'en vous appelant Rwando-Congolais, il y a des esprits qui se chauffent tout d'un coup parce que, connaissant la constitution congolaise qui parle de l'unicité de la nationalité, mais il y a des raisons pour lesquelles je vous appelle Rwando-Congolais. Chris, en France, déjà peut-être pour aussi vous introduire à notre public, comment est-ce que vous suivez ou vous observez l'actualité et quel impact cela a sur vous aujourd'hui et surtout les mémoires que vous gardez de l'époque où vous êtes né et grandi dans cette partie de la RDC? Malheureusement, je dirais que je ne suis pas surpris. C'est une répétition. Enfant, 10 ans, quand je commençais vraiment à comprendre ce qui se passait, on s'est taquiné en disant vous êtes des Rwandais, des rwandophones ont été traités de Rwandais, des Bisamouniou. À l'époque, c'était bon enfant, donc on disait aux Kassaïens vous êtes les Kakonto parce qu'ils mangeaient les Kankonto. Mais les choses se sont détériorées à ma connaissance en 1994, je me rappelle bien en juillet, quand les réfugiés sont passés du Rwanda vers le Goma. Parce que moi, je parle de la ville où je vivais. Et là, les choses sont devenues vraiment autres. Il y a une idéologie qui s'est mise en place, qui était d'abord de diviser les rwandophones, c'est-à-dire les Tutsis, les Hutus. Eux, ils ne sont pas d'ici. Bon, l'histoire qui était déjà du génocide des Tutsis au Rwanda, des Nilotiques et des choses comme ça s'est renforcé. Et à partir de ce moment-là, il y a des camps qui se sont installés à Katale, Kibumba et, en tout cas, moi, à ma connaissance, vers Sake, donc la ville, pas vers Sake. Et ça nous avait cloisonné dans la ville de Goma. Et le faciès j'ai envie de dire, est venu. On a commencé à vraiment dire il faut que vous rentriez chez vous, il faut que vous... En gros, on a perdu notre... À l'époque, ce n'était même pas le Congo. Moi, j'étais zaïrois. J'ai perdu ma nationalité zaïroise en un claquement de doigts. Et ça, c'est donc... le point culminant, c'était les jours où l'AFDEL devrait rentrer. Parce que forcément, nous, on était des enfants, les adultes avaient pris les choses en main et ont décidé que ça ne devait plus se faire. Et nous, on nous a carrément expulsés ou chassés de Goma avec ma mère qui était rwandaise, que son nom représentait. Donc, et on s'est retrouvés au Rwanda, apatrides, sans papier. Le matin, j'étais à l'école, l'après-midi, j'étais à Gisenyi.
juste pour vous expliquer comment ces choses se sont passées. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quand je le vois, je me dis, ça ne devrait qu'arriver. À un moment donné, ce n'était plus acceptable. Il fallait que les gens disent, on est chez nous. Moi, le village de mon grand-père, je les connais. Il ne bougera pas. Le Congo sera ce qu'il sera. Le village, la terre ne bougera pas. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils pourront toujours y retourner. Donc, quoi qu'on en dise, peu importe la politique, le monde changera, mais cette terre-là ne va pas bouger. Donc, aujourd'hui, c'est que le M23 est en train de réclamer est légitime. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas expert sur la méthode. En revanche, ils ne peuvent pas continuer à aérer partout dans le monde en leur interdisant de venir sur place, à aller chez eux. C'est tout simplement ce que je pourrais dire par rapport à ça. En tant que petit-fils de rwandophone là-bas. Oui. Tout à l'heure, je vais te reprendre un tout petit peu pour justement évoquer la question même du tribalisme, mais aussi des discours de haine qui ont refait surface et aujourd'hui qui sont donc monnaie courante et surtout qui ont amené la situation à être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir un peu à l'actualité avec notamment la réaction du gouvernement du Rwanda après l'expulsion de l'ambassadeur Karega. Le gouvernement du Rwanda, on s'attendait tout naturellement, devrait réagir. Et c'est en ces propos que le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, s'est exprimé au micro de nos confrères, notamment Fiston, cet après-midi. C'est une décision que je dirais regrettable. Parce que ce soit le gouvernement rwandais ou tous les Rwandais en général, personne ne serait content de ce genre de décision. Mais il est également regrettable dans ce sens que le gouvernement de la RDC continue à prendre le Rwanda comme un pays bouc émissaire, un pays qui est la raison de tous les problèmes qui se posent au Congo. C'est aussi une décision regrettable parce qu'on est toujours dans l'escalade. On est toujours dans l'escalade, on prend des décisions spectaculaires, mais qui au fond ne vont pas résoudre le problème qui se pose à l'est du pays depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Bon, des fois on peut se demander pourquoi la prise de ce genre de décision, alors que les voies de résoudre ce conflit ont été bien déterminées. On a le processus de Nairobi, il y a le processus de Luanda, il y a eu différentes rencontres qui ont eu lieu. Mais au lieu de faire des efforts pour mettre en pratique ces processus, on est toujours dans l'invective, on est toujours dans la désescalade. Comme je l'ai dit, des décisions qui sont tout simplement spectaculaires, mais qui ne résolvent pas le problème. Donc c'est une décision regrettable, et puis qui, de notre côté, ne répond pas au questionnement du gouvernement du Rwanda à propos du mouvement de FDLR. Aujourd'hui, on sait très bien que le processus de Luanda ou de Nairobi ont décidé que les pays de la région devaient se mettre ensemble et aider la RDC à combattre tous les mouvements qui se trouvent à l'Est, plus de 100 mouvements qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, au lieu de combattre ces mouvements, les FARDC préfèrent collaborer, travailler avec un de ces mouvements, et un mouvement qui veut du mal pour le Rwanda. Donc ça aussi, c'est un problème. Prendre ce genre de décision ne résout pas ce problème. Et puis, ça ne résout pas également les problèmes qui proviennent de discours de la haine contre les rwandophones, contre les Rwandais eux-mêmes, alors que contre les Congolais qui parlent Kinyarwanda. C'est vrai que le gouvernement, des fois, a dénoncé ce genre de discours d'ailleurs qui sont tenus à certains moments par des autorités congolaises, mais on n'a jamais vu des enquêtes, on n'a jamais vu des poursuites, alors que les gens qui prononcent ce genre de discours le font au vu aussi de tout le monde. Donc, moi je dirais, le gouvernement rwandais, pour le gouvernement rwandais, c'est une décision regrettable, mais il y a d'autres aussi comportements qui sont regrettables.
de la part du gouvernement et des autorités congolaises, parce qu'ils prennent des décisions qui ne résolvent pas le problème. Aujourd'hui, on aimerait que le gouvernement congolais s'attelle à la recherche, sérieusement, à la recherche d'une solution durable de ce problème. Au lieu de prendre des problèmes politiques internes et de toujours faire croire qu'ils sont posés par le gouvernement rwandais. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, une question. Il y a le communiqué, quand vous allez un peu plus loin dans le communiqué que le gouvernement du Rwanda a sorti. C'est vrai, regrettable décision, mais juste le deuxième paragraphe, il est clair, les forces rwandaises de défense restent sur les qui-vive. Ce sont des mots bien pesés tout de même. Si les forces restent sur les qui-vive, ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur. Bah, écoute, avons-nous atteint le paroxysme, est-ce qu'avons-nous à craindre le pire? Non, je crois qu'il n'y a rien à dramatiser. Hein. Mais nous, on est journaliste quand même, les mots comptent. Oui, moi je suis diplomate. Voilà. Donc je peux avoir un avis contraire. D'accord. Quand on parle de forces qui sont prêtes, voilà. ceux qui vivent, comme vous le dites, en ce qui concerne mon pays, notre pays, je crois que ça serait plutôt plus inquiétant si on n'était pas toujours prêt, sur le qui-vive, toujours. Hein? À ce que je sache, nos troupes et nous-mêmes, nous avons toujours été mi-songa. Ça, j'emprunte les mots lingala. Nous avons toujours été mi-songa. Les yeux toujours ouverts. Vous comprenez? Et il y a plusieurs raisons, bien sûr, surtout, et l'unique raison à laquelle je pense, nous avons des gens qui veulent nous attaquer depuis déjà plusieurs années, qui n'ont jamais cessé et qui ont été soutenus par les mêmes gouvernements avec lesquels nous parlons. Les anciens comme les nouveaux. Donc rien n'a changé depuis. Alors, si rien n'a changé, si rien ne change aujourd'hui, c'est une autre raison de plus de rester éveillé et de rester sur le qui-vive. Donc c'est une obligation de l'État rwandais, c'est une obligation. Je vois Albert qui veut rebondir là-dessus. Non, je voulais rajouter un sous. Y a-t-il à craindre le pire? Non, c'est pas le pire. Le pire, non. Le pire ne peut pas arriver. Parce que le pire, le Rwanda est toujours prêt. Parce que tout de même, Albert, ce que ça veut dire. Dans les propos de certains politiques au plus haut sommet de l'État au Congo, on le dit presque à demi-mot. C'est un film, c'est du cinéma. Qu'il faut aller en guerre mais ça, contre le Rwanda. Ça, c'est un film. Ici, comment ça, c'est un film? C'est un film. C'est les gens, ils se jouent des films dans la tête. Parce que, avec quels moyens? Déjà, pour le M23, ils courent dès que le M23 sort de ses cantonnements. Donc, ils s'enfuient. Donc, mais c'est plus important plutôt de la lecture comme l'ambassadeur Mutabo l'a dit. Ce que le Rwanda a dit, c'est que le Rwanda, s'il s'estime menacé, il frappera. C'est ça que le Rwanda a dit, en termes clairs. Les autres, c'est du film, c'est du cinéma. Mais le Rwanda, c'est du réel. C'est ça que ça veut dire. Alors, et là, j'aimerais un peu qu'on aille un peu plus loin. Par exemple, aujourd'hui, d'un côté, le communiqué parle du M23. De l'autre côté, il parle du Rwanda comme base arrière, pas seulement base arrière, mais sur terrain, avec l'appui du gouvernement des militaires rwandais. Albert, est-ce que les autorités congolaises aujourd'hui ont-elles compris la vraie question qui est sur la table? Ou elles font fi de la vraie question? Mais évidemment, elles font fi de la... je veux dire, ils font tout pour ne pas adresser les vraies questions.
En fait, c'est ça que je dis. C'est pour ça qu'il monte un spectacle, parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas vue dans Patrick Mouyaya, où il raconte comment, soi-disant, dans le centre de commandement unifié... il y a des drones qui ont apporté des informations crédibles. Exact. Qui n'ont jamais donné à personne. Je veux dire, c'est des choses qu'ils se disent, mais il n'y a personne qui a vu même toutes leurs accusations. Donc je ne crois pas. Tout ça, ça sert, encore une fois, n'oublions pas une chose, quelque chose peut-être qu'on a oublié de mentionner ici dans le développement de tout ce qu'on dit. Oui, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, maintenant, le président a annoncé, à travers Mouyaya, bien entendu, il n'y aura pas d'élection. Toute l'histoire à eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a commencé, eux, leur volte-face qu'ils ont fait vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis du M23 et d'autres acteurs. Il n'y a pas que le Rwanda et le M23. Mais vis-à-vis de tous ces gens-là, ils ont fait volte-face parce qu'ils ont dit il faut envoyer, il faut aller dans un état de guerre, même si on ne passe pas de l'autre côté, mais on est en état de guerre. Donc on ne peut pas faire des élections. Le tout, c'est en fait un problème interne. Alors, Albert, vous voulez dire que c'est une situation voulue? Absolument. Absolument. Tout c'est un scénario uniquement pour... Parce que, rappelons-nous encore une fois, même aujourd'hui, le président qui est là, est-ce qu'il a vraiment été voté? Est-ce qu'il a été élu? 90%, 90%, je crois, des Congolais savent qu'il n'a pas été voté. Donc, aujourd'hui, pour qu'il puisse encore continuer, alors qu'il a peu de chance, parce qu'il n'a rien à montrer à la société congolaise, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Il est allé en Espagne, il boit du champagne, il a tous les gadgets du monde, ça d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les Congolais? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Congolais? Il n'a rien, à part de dire c'est le Rwanda. Et donc ça reste, je dirais que c'est un discours qu'il va garder pour pouvoir maintenir au moins l'idée que on ne pourra pas faire d'élection. Je crois que c'est ça le vrai enjeu. Bon, Ambassadeur Mutaboba, le Congo, pendant plusieurs années, que ce soit les premières élections après l'ère Mobutu, 2006, les premières élections avec Joseph Kabila, il y en a eu d'autres en 2011 et d'autres en 2018. La question de la sécurité à l'Est a toujours été une préoccupation et cela n'a jamais empêcher les Congolais d'aller au vote, même dans des zones occupées par certaines forces négatives, des élections ont eu lieu. Parce que quand Albert dit c'est la carte que jouent aujourd'hui les autorités à Kinshasa, c'est pour le fameux mot glissement. Est-ce que cela, ça se justifie? Est-ce que c'est une situation, un décor planté pour biaiser ce processus électoral? Écoutez, dans ce genre de situation, chacun cherche ses cartes. Et surtout, notre voisin, ou nos voisins, je veux dire. Parce que quand vous parlez de sécurité, il n'y en a jamais eu. Depuis des années, si pas des siècles même. De Léopold II jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de sécurité dans ce pays. Pour les Congolais. Je me répète, il n'y a pas eu de sécurité dans le vrai sens du mot. Et il y a une autre chose qui a manqué de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de gouvernance. Une gouvernance qui justifie un choix politique ou qui trace une voie durable qui va dire oui, on y va et on y reste. C'est la gouvernance qui a manqué et qui manque encore aujourd'hui. À tel point que même la communauté internationale, qui s'est de façon conjuguée déclarée à travers le Conseil de sécurité en disant, écoutez, pour le pays, pour le Congo, notre mission de maintien de la paix, la MONUSCO, une mission de stabilisation de ce pays, va s'occuper de deux points majeurs.
Ceci, je ne l'invente pas. Ça se trouve dans la résolution 26-12 du 20 décembre de l'année passée, qui prolongeait le mandat de la MONUSCO et qui lui donnait mandat de choses à faire. Et ils ont, encore une fois, répété la même chose. Il faut que la gouvernance soit établie au Congo. Il faut qu'on y arrive. Et il faut que la sécurité soit un point important sur l'ordre du jour de tout le travail du Congo. Alors, ce n'est pas nouveau. Il rappelle ce qui manque, ce qui a manqué plusieurs années et ce qui continue encore à manquer. Mais cette même communauté internationale, qu'est-ce que par exemple elle a apporté ou comme appui à la RDC, justement avec tous les moyens déployés depuis de nombreuses années en RDC pour justement aider ce pays à pouvoir renforcer les institutions, à pouvoir mettre en place une gouvernance digne de ce nom, avoir une armée régalienne par exemple, et des institutions qui marchent? Oui, mais écoute, mon propos n'est pas de réévaluer ce que les missions des Nations Unies, parce qu'il y en a eu beaucoup. On peut faire pour le Congo ou ont l'intention de faire pour le Congo. C'est plutôt de voir qu'est-ce qui manque pour que ça puisse réussir, pour qu'il puisse y avoir cette gouvernance, pour qu'il puisse y avoir cette sécurité dont rêvent beaucoup de gens et beaucoup de générations. Les Nations Unies disent, écoutez, la MONUSCO ou les autres missions, essayez de faire en sorte que vous puissiez aider les autorités en place pour y arriver. On vous donne les moyens. OK, d'accord. Plus de 25 000 personnes avec le budget extravagant. 1 milliard par an. Alors, on dit, faites-le. Ça se fait une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Continuez à compter pendant que vous avez besoin de votre... 23 ans. Même compter les pieds. Les doigts des pieds. Les doigts de pied. Vous Depuis comprenez? 1999. Donc, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le système. Ça peut être le système des Nations Unies. Je vais être très impartial. Ça peut être dans le système qu'on veut aider. S'il n'y a pas de volonté politique, si on ne conjugue pas les efforts ensemble, il n'y a rien qui peut se faire. En plus de ça, et là je voudrais ajouter quelque chose que je voulais dire avant, quand Albert a intervenu. Un tort plus un tort ne peuvent jamais faire quelque chose de bon. C'est toujours un tort ou 2 torts ou 3 torts, ou plus. Donc si au lieu de résoudre le problème tel qu'il est posé, vous cherchez une autre formule pour carrément esquiver. Hein? Je crois que le mot existe en français. Hein? C'est esquiver, oui. Voilà. Vous choisissez carrément d'esquiver et vous croyez que le problème est parti. Non. Ça, ce n'est pas payant. La politique de l'autruche ne va jamais. La grande question maintenant qu'on pose aujourd'hui, parce que justement, Albert évoquait tout à l'heure l'amalgame entre les préoccupations du Rwanda par rapport à la situation sécuritaire en RDC. Est-ce que déjà, Albert, le fait que les FDLR soient un problème pour le Rwanda et que les mêmes FDLR soient un problème pour les M23, ça pose problème? Le FDLR n'est pas simplement un problème pour le M23 dans le Congo. Vous savez, même ici dans ce pays, quand nos parents, qui sont les premiers réfugiés, qui étaient réfugiés avant l'indépendance, à cette époque-là, un génocide était impossible. Parce que ce que je dirais le résident colon qui devait se charger le statut du Rwanda, c'était du protectorat. En fait, oui. s'est débarrassé du Mwami, Kigeli, qu'il a envoyé en exil, et puis c'est tout le backbone du Rwanda qu'il a mis en exil.
toute la colonne vertébrale. La colonne vertébrale sur laquelle le Rwanda traditionnel se reposait. Donc, mais il n'y avait pas entre Rwandais quelque chose qui allait faire qu'il y ait quelque chose comme un génocide. Et là, on commence 59, 60, 61, 62. Et en 94, avec tout ce qui s'est passé dans ce Rwanda, on a tourné la tête, le mental des Rwandais à pouvoir créer quelque chose comme ce génocide qu'on a vu en 94. Donc ça fait 30 ans, en fait, que ça a pris pour que les Rwandais tournent là-dedans. Parce qu'il n'y avait aucune retenue là-dessus. Maintenant, cela fait 28 ans que ces mêmes génocidaires se sont retrouvés au Congo et que ce virus, ils n'ont pas mis simplement sur les rwandophones, mais c'est sur tout, en fait, le Congo de l'Est, et qu'on a une mentalité génocidaire aujourd'hui dans l'Est du Congo, et qui devient, on est vraiment, dans toute cette histoire qu'on vient de voir, des gens ont été mangés, des gens ont été brûlés, des gens ont été... Donc tout cet état d'esprit est devenu banal et normal. Donc le problème du FDLR n'est pas simplement un problème pour le Rwanda. Nous, on en est conscients. Le problème, mais comme dit l'ambassadeur Mutaboba, le manque de gouvernement, le manque de prise de responsabilité, les Congolais ne se rendent pas compte du cancer qui les gangrène aujourd'hui. J'aimerais peut-être, tout en étayant vos propos, j'aimerais qu'on suive un élément. C'est un responsable congolais, un directeur général de l'OCC, qui malheureusement ne parle pas de l'OCC, mais parle justement de la question aujourd'hui, une des préoccupations qui gangrène certains responsables congolais et surtout qui mène à la haine qu'on remarque aujourd'hui dans le chef de certains au niveau de la partie Est et même dans d'autres parties du Congo. On va suivre Jules Banzé, il est directeur de l'OCC. Je lance un appel vibrant à toute la population de Goma de prendre le machette, de prendre le couteau, de chercher de lances et de arcs, de chercher le fusil de chasse afin de résister contre l'ennemi. Pas seulement la population de Goma. Je lance un appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. Il s'agit de Gilles Banzé, directeur de l'OCC, l'Office congolais de contrôle, malheureusement qui tient des discours qui rappellent certaines périodes de triste mémoire. J'aimerais bien avoir votre réaction. Chris, tu es avec nous? Oui, je suis là. Chris, toi qui... Il parle il parle de la ville de Goma, il appelle à la population de Goma. Chris, aujourd'hui tu es réfugié, enfin tu n'es plus au Congo, ça va faire plusieurs années que tu n'es pas là. Ton cœur appartient aux deux pays, mais c'est aussi un cœur meurtri par les mêmes discours, la même période de triste mémoire. Comment est-ce que ce genre de propos, ce genre de discours résonne au fond de vous? Je ne sais pas où se trouvent ces messieurs, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le Goma dont ils parlent, où j'ai grandi, on a grandi dans le même quartier. Personnellement, j'avais un Avu à gauche, un Nande à droite. Devant nous, il y avait les Baluba et les Kassaïens. Leurs parents étaient mes parents étaient les leurs. C'est mes amis d'enfance. Aujourd'hui, on est éparpillés partout dans le monde. Certains sont restés. Et quand il leur dit de prendre les machettes, j'ai le sentiment de dire ils vont aller tuer qui? Leurs voisins, leurs frères, leurs amis d'enfance. Et on se rend compte que ces gens-là sont d'une part déconnectés de la réalité de cette ville dans laquelle j'étais en juillet en fait. Moi je suis rentré, j'étais à juillet à Goma. Et d'autre part, que ce que disait Albert, et j'ai dit tout le temps, que les gens ne se rendent pas compte, que moi j'ai pris conscience les premiers jours où les réfugiés sont rentrés, les gens qui sont arrivés après avoir tué, massacré et commis les génocides contre les Tutsis au Rwanda ont commencé à disséminer un venin, un poison qui aujourd'hui est arrivé tellement loin dans la population congolaise et qui à tout moment, c'est devenu comme du carburant, à tout moment on peut lancer l'allumette et ça brûle là-bas, ça brûle ici.
et des gens meurent, comme disait Albert, les gens vont être mangés, et les autres. Et les politiciens, malheureusement, cette classe politique qui dirige le Congo aujourd'hui, l'utilisent aussi comme levier à chaque fois qu'ils veulent gagner des choses, rester au pouvoir ou autre pour leur bien. Quand ils veulent gagner quelque chose, ils utilisent ces leviers-là. Et c'est très malheureux, c'est très pénible pour moi, parce que là où je vous parle, je pense à mes neveux qui sont sur place à Goma. Et peut-être que demain, il sortira dans la rue et il croisera ce qu'ils appellent les Kuluna ou les Maïbobo, et il va lui couper la tête ou le bras. Pour rien. Il n'a rien fait, il n'a jamais choisi de naître là-bas. Il n'a jamais choisi son père, son pays, sa nation. Il est là parce que c'est son pays. Et aujourd'hui, une personne comme celle-là va aller sur les réseaux sociaux. On a le malheur aujourd'hui d'avoir ces médias sociaux qui vont aussi propager ces messages. Comme disait quelqu'un, les réseaux sociaux ont donné la parole aux idiots qui avant parlaient au bar et ça restait là-bas. Aujourd'hui, quand ils parlent, ça finit partout. Et on a vraiment des conséquences réelles, des gens qui meurent. J'ai beaucoup de mal pour le Congo. J'ai beaucoup de mal pour la population dans l'Est du Congo et partout d'ailleurs. Les réfugiés qui sont aujourd'hui ne sont pour rien. C'est des simples villageois qui vaquent à leurs besoins, sur qui on tire d'un côté comme de l'autre, parce que des politiciens, des gens ont fait des mauvais choix. Et pour se maintenir au pouvoir, ce que disait Albert, c'est pas faux. Regardez le communiqué des Mouyaya il y a 5 jours. En bas, tout en bas, c'est écrit clairement qu'il n'y aura pas d'élection s'il y a des désordres dans l'Est. Il n'y a pas des si, il y a des désordres dans l'Est. Donc, il n'y aura pas d'élection. Donc, on restera au pouvoir. Et on peut se dire que c'était l'objectif. Et je peux même aller loin. L'armée congolaise n'est pas en train de se battre dans certaines villes. Pourquoi? Peut-être que quelqu'un leur refuse des moyens pour se battre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'M23 avance et comme ça, ils peuvent justifier de rester au pouvoir pendant un certain temps. Je parle en tant que citoyen qui analyse des choses simplement en les regardant sur les réseaux sociaux et dans les médias. Merci. Est-ce que tu penses que ce déchirement-là, ces valeurs perdues ou ce venin dont tu as évoqué, on peut trouver un antidote à ça? D'abord, il faut prendre conscience qu'il y a un venin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne, j'ai envie de dire même en 93. Moi, j'étais trop jeune. Apparemment, il y avait une guerre quand il y a Rwanda. Ça a commencé, je pense. Abiyarimana était venu à Goma à l'époque avec Mobutu et il y avait des histoires. Mais en 94, nous, on a vécu vraiment quelque chose là où les gens qui sont rentrés avec machettes, armes, on ne les a jamais pris ces armes-là. Ils sont allés au bord de la ville. Et je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là ne sont même pas, comment dirais-je, des Hutus. Je vais dire, ils ne sont pas pour les Hutus. Ils ont violé leurs propres filles, leurs propres femmes, j'ai envie de dire les gens avec qui ils étaient. Ils ont créé la terreur dans les camps des réfugiés sous la protection de l'ONU. Moi, j'y étais. Je n'ai pas honte de le dire. Et ces mêmes personnes-là sont les gens sur lesquels les gouvernements qui se sont suivis se sont appuyés et sont allés jusqu'à... Moi, je voudrais vous dire, ça arrive même ici en Europe. Nous avons cette idéologie qui, parfois, est défendue par des gens en Belgique, en France, qui ne sont pas du tout noirs ou rwandais ou de l'Est. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une prise de conscience de dire qu'il y a le venin qui est au sein du corps, c'est comme on disait le virus ou le cancer, avant qu'on revienne aux bases. Et il faut aussi qu'on ouvre les débats et qu'on dise aux gens, vous savez, moi, Christophe Kanzao, j'ai des neveux et des nièces. Si la guerre s'éclatait entre le Rwanda et le Congo, en face, il y aura 2 de mes neveux qui se battront. C'est-à-dire qu'un sera du côté du Rwanda, l'autre sera de l'autre côté. Et chacun dira qu'il défend son pays. On est sur des histoires, et même à Bunagana, c'est ce qui se passe. Alors, je lisais un document qui disait que quelqu'un qui vient de Kinshasa et quelqu'un qui vient de Jomba, qui est chez lui à Jomba? C'est pour ça que peut-être qu'il ne gagne pas cette guerre. Donc il y a une prise de conscience qui doit s'opérer au Congo, de savoir quand ils disent on a été un pays accueillant, on vous a accueillis et vous êtes venus, mais ils parlent de vous qui? Moi j'ai envie de dire, moi je n'en fais pas partie de ces gens qui aujourd'hui sont venus et ont fait ce qui se passe, ont fait que la haine a augmenté. Mais cette prise de conscience, elle ne peut se faire que par les autorités.
pas monsieur, madame, parce que donc si les autorités jouent le jeu d'exploiter cette haine, ça finira jamais, malheureusement. Merci beaucoup. Et peut-être pour terminer, Albert, et aussi, est-ce que avons-nous épuisé toutes les voies possibles pour ramener la paix dans la région, pour ramener la calmie et surtout vivre dans la tranquillité, la paix et le respect mutuel? Ben, écoutez, elle dit tout n'est pas perdu. Il ne faudrait pas que les gens se mettent à dramatiser. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ça. Ouais. Tout n'est pas perdu pour 2 ou 3 raisons majeures. La première, c'est que le problème est connu. Si le problème est connu, que tout ce qui se passe comme insécurité est exacerbé par les FDLR. Ça, c'est historique, c'est fait, c'est là. Alors, si on n'adresse pas ce problème de FDLR, tel qu'on l'a demandé à plusieurs reprises au Conseil de sécurité, à plusieurs reprises à l'Union africaine, à plusieurs reprises dans les comités sous-régionaux, on n'aura jamais avancé. Ça, c'est un. 2. Oui. On a quelques secondes qui nous restent, oui. Oui. Donc, donc je parle de deuxième coup. Si on continue à blâmer le Rwanda comme un bouc émissaire pour les problèmes congolais, on n'aura jamais de solution adéquate. À part qu'on peut les aider, on peut aider le Congo à retourner sur la même table pour reconnaître son passé et pour reconnaître ses obligations et ses engagements. Albert, je suis plus dramatique que mon grand frère ici. Oui, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Je crois que les gens au Congo sont irresponsables et qu'ils ne comprennent pas que ce problème d'une telle intensité pour tellement de populations, sur un temps aussi long, ça ne peut que mal se terminer. Pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, là, dans le Rwanda, tout va bien. Je veux dire, l'Ouganda, tout le monde va bien. Mais le Congo ne peut pas tenir ça. Voilà. Ce sont les propos donc de nos invités de la soirée. Merci à l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Je rappelle que vous êtes ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies, également ancien représentant spécial du président Paul Kagame au niveau de la région des Grands Lacs. Merci également à Albert Rodatsimburgwa. Il est journaliste, blogueur et aussi analyste politique. Merci également à Chris Renzaho, ce Rwando-Congolais qui vit en France et qui s'est prêté donc à l'émission Majuscule Propos. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Chema Blaise. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.